Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Écoutez, comme je vous l'ai signifié sur mon Instagram et sur un post sur YouTube, je suis en plein déménagement, donc j'ai plus rien chez moi, j'ai plus de chaise. Là, je suis assise sur un carton, voilà quoi, j'ai fait avec les moyens du bord. Après, ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis un moment, vous savez que c'est du bricolage que je fais le plus souvent ici. Donc, profitez une dernière fois de ma bibliothèque derrière qui est à présent vide, parce que vous ne la verrez plus. Malheureusement, elle va me manquer, hein. Mais c'est comme ça, nouveau départ, nouvelle vie, nouveaux meubles, etc. Et ce que je vais faire durant la vidéo, c'est que je vais vous mettre un max d'images, de représentations, parce que je trouve pas ça forcément agréable de vous accueillir dans des conditions telles que celle-ci. Il y a aussi le respect du spectateur. Donc écoutez, on va pas trop tarder non plus. L'affaire d'aujourd'hui est hyper intéressante, elle se passe au Venezuela et elle a fait couler beaucoup d'encre. Donc ce que je vous propose, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. Mónica Spears sera inhumée aujourd'hui à Caracas. La Miss Venezuela 2004, devenue actrice, a été assassinée lundi avec son mari Thomas Berry. Ce fait divers braque les projecteurs sur le fléau de la criminalité qui gangrène le pays. Hier, des milliers de personnes ont participé à la veillée funèbre. Je suis vraiment désolé qu'il lui revienne de donner un visage aux milliers d'anonymes qui se font assassiner en ce moment même, à travers tout le pays. Perdre une actrice, c'est triste. C'était une belle personne. Elle était très admirée dans notre pays. C'est triste de ressentir ce que nous ressentons dans notre pays à cause de l'insécurité généralisée. L'histoire se déroule en 2014 au Venezuela, plus précisément à El Cambour, une ville située dans l'état de Carabobo dans le nord du pays. On est le 6 janvier 2014. Il est aux alentours de 23 h lorsque des policiers se rendent au kilomètre 194 de l'autoroute qui relie Valencia à Puerto Cabello. Quelques minutes plus tôt, un mécanicien les a avertis qu'ils venaient d'être victimes d'une agression par un gang et qu'une famille était restée sur place dans leur voiture stationnée au bord de l'autoroute. Lorsque la police arrive sur place, ils découvrent une Toyota remorquée sur la dépanneuse du mécanicien et à l'intérieur, il y a 3 personnes recouvertes de sang. Thomas Berry, un Britannique de 39 ans, Mónica Spears, sa compagne de 29 ans, et leur fillette de 5 ans, Maya. La petite Maya est toujours en vie, elle a reçu une balle à la jambe, mais ses parents sont morts. Ils présentent plusieurs blessures sur le corps, des blessures faites par balle. Les heures qui suivent, la nouvelle fait le tour du pays. Non pas à cause du caractère exceptionnel de cette agression par arme à feu, mais parce que l'une des victimes, Mónica Spears, est très connue au Venezuela. C'est une actrice et une ancienne reine de beauté adulée. Et pour bien comprendre l'émoi qui s'empare du pays à ce moment-là, laissez-moi vous présenter celle qui est devenue l'une des personnalités les plus appréciées du pays en l'espace de quelques années à peine. Mónica Spears est née le 1er octobre 1984 à Maracaibo, dans le nord-ouest du Venezuela. Elle est la fille de Rafael Spears Tudares, un ingénieur de projet vénézuélien, et Ingeborg Mutz Gotera, une employée de compagnie pétrolière d'origine allemande. Mónica a grandi au sein d'une famille plutôt aisée, avec ses 3 frères et sa sœur. En 2000, la famille Spears s'installe à Orlando, en Floride. Ingeborg vient de prendre sa retraite et Raphaël a trouvé un emploi d'ingénieur de projet chez Siemens. La famille s'acclimate très vite à la ville d'Orlando et après son bac, Mónica s'inscrit à l'université de Floride pour étudier l'art dramatique. Elle veut devenir actrice. Elle obtient son diplôme et elle retourne vivre au Venezuela en 2004 pour participer au concours de Miss Venezuela avec l'espoir que ça puisse ensuite lui ouvrir les portes des studios. Et durant cette cérémonie, Mónica crève l'écran. C'est une belle jeune femme qui est également très cultivée. Le 15 septembre 2004, elle est couronnée Miss Venezuela à l'âge de 21 ans. L'année suivante, elle s'envole pour la Thaïlande afin de représenter son pays pour le concours Miss Univers et elle est classée 4e lors de la finale. Mais c'est pas une défaite en soi, puisqu'elle s'est démarquée lors du concours de Miss Venezuela. Depuis son couronnement, on lui propose des rôles à la télévision. Elle fait ses débuts d'actrice dans le feuilleton vénézuélien El Desprecio en 2006. Je pense qu'il s'agit d'un feuilleton plutôt populaire, même si je connais pas vraiment ce que c'est. J'ai regardé vite fait, hein. Il y a de l'amour, des intrigues, la base. Mónica était déjà connue puisqu'elle avait gagné le concours national, mais là,
sa cote de popularité monte en flèche, d'autant qu'elle dégage beaucoup de sympathie. Elle est simple, charmante et très douce. L'année suivante, elle décroche le rôle principal d'une autre telenovela, Mi Prima Ciela. Alors je pense que beaucoup d'entre vous connaissent un peu le concept des telenovelas. Il y en a énormément en Amérique du Sud et elles sont extrêmement populaires. Monica, elle vend en poupe. Elle a de plus en plus de propositions, essentiellement pour la télévision, mais c'est un bon début. Et côté sentimental, Monica tombe amoureuse. Elle rencontre Thomas Henry Berry, un chef d'entreprise britannique de 33 ans, qui vit lui aussi au Venezuela avec ses parents depuis l'âge de 7 ans. Thomas et Monica se marient en juin 2008 et ils s'installent à Miami. Quelques mois plus tard, en octobre, elle donne naissance à leur fille Maya. Et elle fait le choix de se retirer de la télévision l'année qui suit afin de s'occuper de sa fille. En 2009, elle reprend le chemin des plateaux de tournage pour un nouveau feuilleton, Calle Luna, Calle Sol. Et au fur et à mesure de ses participations dans des telenovelas, on lui reconnaît son jeu d'actrice. Elle est douée. En 2010, on lui propose un rôle beaucoup plus important dans la série que El Cielo me expliqué, puis le rôle-titre du feuilleton, La Mujer Perfecta. Elle y joue la mère d'une enfant atteinte du syndrome d'Asperger, et grâce à ce rôle, elle est sollicitée pour devenir la porte-parole de l'association vénézuélienne qui vient en aide aux personnes atteintes de ce syndrome. Grâce à ça, Monica augmente son capital sympathie. Elle devient en quelque sorte l'enfant chéri du Venezuela. Les propositions continuent d'affluer. Elle joue dans un autre feuilleton quelques mois plus tard et en 2011, elle signe même un contrat avec Telemundo Network. C'est une chaîne de télévision américaine en langue espagnole. Monica est heureuse, elle peut enfin vivre de sa passion. Elle tourne au Venezuela mais également en Colombie pour sa nouvelle telenovela. Tout semble lui sourire. Mais côté personnel, c'est de plus en plus compliqué. Elle et son époux Thomas ne s'entendent plus. Les tensions sont palpables lorsqu'elle rentre chez eux à Miami et le couple finit par divorcer en 2012, mais ils restent très proches. Ils ont une fille ensemble qu'ils veulent élever sereinement et ils s'entendent bien. Et ça, c'est un point qu'on lui reconnaît à Monica. On dit d'elle que c'est une femme déjà qui est très douée dans son jeu d'actrice, qui a l'air très sympathique, très douce et qui en plus est très mature puisqu'elle est parvenue à instaurer une relation de respect avec le père de son enfant. L'année 2013 est marquée par le tournage d'une nouvelle série à Miami, Pasión Prohibida. C'est l'adaptation d'une série turque qui a très bien marché en 2008 et pour ce rôle, Monica est nominée à la cérémonie des Premios Tu Mundo de 2013. Il s'agit d'une cérémonie annuelle dans le même style que les Grammy Awards, mais qui récompense uniquement les artistes latinos. Monica ne remporte pas de prix, mais dorénavant, elle est connue au-delà des frontières de son pays. Et ça peut lui ouvrir la voie à d'autres projets beaucoup plus importants, comme le cinéma ou une série américaine. D'autant qu'elle parle couramment l'anglais et le français en plus de l'espagnol. L'année 2013 est également marquée par le renouement avec son ex-mari, Thomas. Ils sont restés en très bons termes, comme je vous l'ai dit, et l'un comme l'autre se demandent s'ils n'ont pas commis une erreur en se séparant un an plus tôt. Ils éprouvent toujours des sentiments l'un pour l'autre. Thomas et Monica décident de se donner une seconde chance, et pour l'occasion, ils veulent voyager, mais pas n'importe où. Au Venezuela. C'est un endroit que Monica affectionne particulièrement, elle y a grandi, des membres de sa famille y vivent encore. Si elle a quitté le Venezuela quelques années plus tôt, c'était pour éviter à sa fille de grandir dans l'insécurité. Le Venezuela est réputé pour être un pays très violent, avec l'un des taux d'homicide par habitant les plus élevés au monde. Donc pour Monica, il était hors de question qu'elle élève sa fille dans ces conditions. Mais malgré ça, elle adore son pays. Et elle souhaite que sa fille le connaisse comme elle le connaît. Thomas aussi veut que Maya le visite, puisque lui aussi a grandi au Venezuela depuis l'âge de 7 ans, et ses parents vivent toujours à Caracas. En novembre 2013, Monica, Thomas et Maya prennent la route pour un road trip de plusieurs mois à travers le pays, en commençant par le nord. Monica poste régulièrement des photos et des vidéos de son voyage sur Instagram, afin de partager avec ses abonnés la beauté des paysages. Et c'est vrai que c'est époustouflant. Le 6 janvier 2014, après avoir traversé Los Llanos et Mérida, ils prennent la direction du centre du pays. Il est aux alentours de 22h30. Thomas est à l'avant avec Monica, la petite Maya est à l'arrière, endormie par ses longues heures de route. L'humeur est au beau fixe. Monica et Thomas sont réconciliés, leur voyage se passe bien, leur fille adore le Venezuela et ils ont encore prévu de visiter d'autres beaux endroits. Arrivés sur l'autoroute qui relie Valencia à Puerto Cabello, la Toyota Corolla du couple heurte un obstacle sur la route. L'une des jantes se plie et le pneu crève. La voiture est immobilisée. Thomas sort de la voiture pour constater les dégâts et il remarque que pour repartir, il faudrait changer le pneu et la jante. Mais ils n'ont pas le matériel nécessaire avec eux. Et surtout,
Il fait nuit noire. Monica appelle le centre d'appel d'urgence pour leur demander de leur envoyer une dépanneuse rapidement, mais on lui répond qu'il n'y en a pas de disponible dans l'immédiat. Finalement, la dépanneuse arrive une quinzaine de minutes après. À l'intérieur, il y a un mécanicien et son assistant. Là, Monica leur explique qu'ils ont un pneu crevé, une jambe pliée, et elle leur demande s'ils peuvent procéder au changement de roue sur place pour pouvoir repartir. Le mécanicien lui dit que c'est pas une bonne idée. L'endroit est très dangereux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette route est particulièrement bien connue par les habitants de la région, puisqu'il s'agit d'un endroit où de nombreux vols ont lieu, surtout la nuit. Des délinquants posent des clous ou des objets pointus au milieu de la route afin que les pneus des voitures éclatent, puis ils attaquent les occupants du véhicule. Et généralement, ils sont armés. Et quand je vous dis armes, c'est armes à feu. Donc autant vous dire qu'en entendant ça, personne n'a envie de s'attarder dans le coin. Logique. Le dépanneur leur propose de faire autrement. Il leur dit, écoutez, remontez dans votre voiture, nous on va remorquer la voiture à l'arrière de la dépanneuse et on va se poser dans un endroit un peu plus sûr et plus éclairé. À moins de 2 km, il y a un poste de police. Donc là, ils les aideront à changer la jante et le pneu, mais pas ici. C'est trop risqué. Le couple accepte, Monica, Thomas et Maya remontent dans le véhicule et le mécanicien le charge sur sa dépanneuse. Mais au moment où le dépanneur s'apprête à remonter dans son véhicule, 5 ou 6 hommes armés sortent des buissons et ils se précipitent vers eux. Bon, là, on a 2 versions de l'histoire. Dans la première version, les 2 mécaniciens parviennent à s'enfuir, complètement paniqués. Le chauffeur de la dépanneuse est parti dans une direction, son assistant dans une autre direction, après avoir failli être tué par balle par les assaillants. Monica, Thomas et Maya étaient malheureusement quant à eux bloqués dans leur véhicule sur la dépanneuse. Les assaillants les menacent, ils leur font ouvrir la vitre de la voiture et ils récupèrent ce qui semble avoir de la valeur, comme l'appareil photo de Monica, ainsi que de l'argent. Ils prennent également les effets personnels des 2 mécaniciens, puis l'un des hommes, sans aucune raison, tire à 7 reprises sur la voiture. Thomas est touché à la poitrine, Monica à l'aisselle et à la jambe, et la petite Maya à la jambe. Et les assaillants repartent. Et c'est cette version qui sera, on va dire, la version officielle de la police. Dans la seconde version, lorsque les assaillants sont sortis du buisson, ils se sont donc dirigés vers la voiture, ils ont volé le couple, mais le dépanneur a sorti une arme et il a commencé à leur tirer dessus. Et l'un des assaillants a tiré dans sa direction, mais en visant le dépanneur, il a manqué de toucher son assistant et il a tiré sur la voiture, tuant Monica et Thomas et blessant Maya. Puis tous les assaillants sont repartis avec leur maigre butin. Bon, en soi, ça change pas grand-chose que le dépanneur ait tenté de se défendre en tirant sur les assaillants ou pas, mais quoi qu'il en soit vraiment, après avoir pris la fuite, le conducteur de la dépanneuse est parvenu à rejoindre une station de police à environ 2 km de l'embuscade. Son assistant, quant à lui, a pu se cacher dans les sous-bois. La police se rend donc sur place avec le dépanneur, et là, il découvre les corps de Monica et Thomas. Ils sont avachis sur le siège à l'avant du véhicule. Maya, quant à elle, est toujours vivante à l'arrière, mais elle perd beaucoup de sang. Elle est transportée par une voiture de police à l'hôpital de Puerto Cabello vers 23 h. À ce moment-là, on ne sait pas encore que la femme morte est l'actrice Monica Spir. Il fait nuit, on ne distingue pas très bien son visage, mais au fur et à mesure des arrivées d'autres voitures de police, on découvre son identité. Et la nouvelle fait très rapidement le tour du pays. La star montante de la télévision, enfant chéri du Venezuela, et son époux Thomas ont été tués par balle sur le bord d'une autoroute. D'importants moyens sont aussitôt déployés pour retrouver ceux qui ont fait ça. Et les réactions sont immédiates dans le monde artistique. Telemundo, la chaîne américaine en espagnol, publie un communiqué sur ses réseaux sociaux pour rendre un dernier hommage à Monica. Et les jours qui suivent, des centaines d'artistes lui rendent à leur tour hommage sur leurs réseaux sociaux. Le président Maduro lui-même réagit à ces meurtres. Depuis quelques années, le Venezuela est devenu l'un des pays avec le taux de criminalité le plus élevé au monde. On parle de 70 homicides pour 100 000 habitants. Pour vous donner quelques chiffres afin de bien se rendre compte de la situation, en France, on est à 1,4 homicides pour 100 000 habitants. En Indonésie, au Qatar et à Monaco, 0 homicide pour 100 000 habitants. En Allemagne, 1,2 homicides pour 100 000 habitants et aux États-Unis 5,4 homicides pour 100 000 habitants. Donc vous voyez un peu le contraste. Ce qu'il se passe depuis quelques années au Venezuela, c'est que des gangs sévissent aux 4 coins du pays. Et c'est cette affaire qui met la lumière sur l'insécurité permanente dans laquelle vivent des millions de personnes. On dénombre 10 agressions de ce genre par mois sur l'autoroute où ont été attaqués Monica et son mari Thomas. Et ce sont des agressions qui, malheureusement, se terminent parfois par un meurtre. Et ce qui est beaucoup mis en avant par la presse, c'est que Monica avait appelé les secours pour qu'on lui envoie une dépanneuse.
et son appel n'avait apparemment pas été géré correctement. Le centre des urgences sait que ce coin est ultra dangereux et d'après la presse, ils auraient dû trouver une solution d'urgence, c'est-à-dire pourquoi pas envoyer une patrouille de police sur place afin de les protéger avant l'arrivée de la dépanneuse. Et en réponse à ces accusations, 2 fonctionnaires qui travaillaient ce soir-là sont licenciés pour ne pas avoir effectué leur travail correctement. Toujours est-il que Monica et Thomas sont enterrés le 10 janvier à Caracas. Des milliers de personnes sont présentes pour rendre un dernier hommage à la star montante. Quant à la petite Maya, ce sont les parents de Monica qui obtiennent sa garde et ils l'emmènent vivre avec eux aux États-Unis. Et du côté de l'enquête, les policiers sont sur le pied de guerre depuis le 7 janvier. Et ça a payé. Des centaines de personnes ont été interrogées et le gang qui a commis ces meurtres a été identifié. Los Sanguinarios. Il sévit dans la région depuis plusieurs années, leur mode opératoire est quasiment toujours le même. Ils mettent des clous au milieu de la route, généralement la nuit, et ils se cachent dans les buissons. Lorsqu'un véhicule roule sur les clous et s'arrête, les membres du gang lui sautent dessus avec des armes et ils volent tout, l'argent, le véhicule, et il arrive parfois que les occupants du véhicule soient tués ou blessés. Alors, ce qu'il est utile de préciser, c'est qu'au départ de l'enquête, le président Maduro avait émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'un meurtre commandité, un contrat, puisque Thomas et Monica ont été exécutés de façon assez sommaire quand même. Mais d'après les enquêteurs, il serait plutôt question d'un vol qui a mal tourné. L'attaque est similaire à ce qui se fait habituellement dans le coin. Donc le président a demandé que le gang soit rapidement retrouvé et démantelé. Et le but, je vous le dis clairement, c'est de calmer les nombreuses manifestations qui ont lieu dans le pays depuis l'annonce du décès de Monica Spir et toutes les critiques autour de la gestion de l'enquête. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le 9 janvier, 7 personnes sont arrêtées, dont 2 mineurs de 15 et 17 ans. Alors, ce que j'en ai compris, c'est que la police a perquisitionné le domicile d'une femme de 39 ans, Eva Armas Mejias, à Puerto Cabello. Elle était connue dans le coin pour fricoter avec le gang des Sanguinarios. Et elle est soupçonnée de recel de biens volés. Et à son domicile, la police a effectivement mis la main sur tout un tas d'objets vraisemblablement volés, dont l'appareil photo de Monica. Et en fouillant le téléphone portable d'Eva, les enquêteurs ont pu identifier les autres personnes affiliées au gang et c'est comme ça qu'ils ont pu procéder à leur arrestation. Tout d'abord, le leader du gang de 32 ans, Leonardo Marcano Lugo. Ce serait lui qui fournirait les armes au gang ainsi que de la drogue. Yann Colina Alcala, 19 ans, il serait l'auteur des coups de feu, donc les coups de feu qui ont tué Thomas et Monica. Alejandro Maldonado Pérez, 22 ans, et Adolfo Rico Agreda, 26 ans, tous deux auraient été présents lors de l'attaque. Quant aux 2 mineurs, leur identité est préservée puisqu'ils sont mineurs. Alors, au moment de l'arrestation de ces personnes, l'arme du crime n'a pas encore été retrouvée lors des perquisitions et 4 autres personnes affiliées au gang sont en fuite. Nelfrin Antonio Jiménez, 21 ans, Franklin Cordero Alvarez, 28 ans, Gerardo Contreras Alvarez, 19 ans et José Ferreira, 18 ans. D'après les enquêteurs, c'est Nelfrin qui sera en possession de l'arme qui a servi à tuer Thomas et Monica. Et autre point, et pas des moindres, l'enquête a permis d'écarter tout soupçon sur les 2 mécaniciens. Il y avait quelques doutes les concernant, ils avaient même été placés en garde à vue, mais il s'avère qu'ils sont eux aussi des victimes de cette agression. Et la chance qu'ils ont eue ce soir-là, c'est qu'ils ont pu s'échapper, parce qu'ils n'étaient pas coincés dans la voiture, à l'inverse des 3 autres victimes. Le 12 janvier, l'un des fugitifs, Franklin Cordero Alvarez, est arrêté à Cocorote. Franklin était déjà recherché depuis mai 2008 pour un autre meurtre, donc là, on fait d'une pierre 2 coups. Les semaines passent, les interrogatoires continuent, la chasse à l'homme est toujours en cours, et toujours aucune trace des 3 fugitifs. Mais le 21 mars 2014, le ministre de l'Intérieur de l'Équateur fait savoir via son compte Twitter que 5 Vénézuéliens ont été arrêtés à Pedro Carbo dans l'ouest du pays. 3 hommes et 2 femmes. Ils étaient entrés illégalement en Équateur 1 mois plus tôt et parmi eux, Nelfrin Antonio Jiménez et José Ferreira. Il ne reste donc plus qu'un seul fugitif, Gerardo Contreras Alvarez, surnommé El Gato, le chat. Et d'après les nouveaux éléments de l'enquête, ce sera en fait lui qui a tiré sur Monica et Thomas. C'est donc lui, le responsable principal des meurtres. Et en attendant son arrestation, les autres inculpés sont renvoyés pour être jugés. Le procès de Nelfrin Jiménez, José Ferreira et Yann Carlos Colina s'ouvre le 23 septembre 2014 à Puerto Cabello. Et à l'issue, ils sont reconnus coupables de tentative de meurtre sur l'un des dépanneurs, d'association de malfaiteurs et d'être les co-auteurs des meurtres de Monica et Thomas. Nelfrin et José sont condamnés à 24 années de réclusion criminelle, Yann a 26 ans.
À ce moment-là, les Vénézuéliens sont plutôt satisfaits de la sentence, mais le problème, c'est que l'homme responsable des coups de feu n'a toujours pas été appréhendé. Mais le 28 janvier 2015, soit quelques mois après, Gerardo Contreras est à son tour interpellé. Il avait fui dans l'état de Yaracuy, dans le nord du pays, et il utilisait des faux papiers d'identité. Et lorsqu'il est interrogé par la police, Gerardo admet être l'auteur des coups de feu. Il explique que le soir du 6 janvier, ils étaient 6 en tout à commettre le vol. Ils avaient placé des pierres pointues sur la route en attendant un véhicule, et c'est celui de Monica et Thomas qui est tombé dans l'embuscade. Au départ, apparemment, ils ont hésité à les attaquer quand ils ont vu la dépanneuse, mais finalement ils y sont allés. Durant le vol, Monica n'a pas parlé, elle était figée par la peur. Thomas, lui, a parlé, mais Gerardo dit qu'il n'a pas compris, puisque Thomas lui parlait dans une langue étrangère. Les autres membres du gang ont tiré sur l'un des dépanneurs qui prenait la fuite, tandis que Gerardo a tiré à plusieurs reprises sur Monica et Thomas. Puis ils sont tous repartis. Et Gerardo ajoute qu'il n'a pas tué Monica volontairement. C'est vrai, il a tiré, mais c'est elle qui a intercepté les balles. Et il assure qu'il ne savait pas qui elle était. Mais lorsqu'il a appris son identité par le biais des infos le lendemain, il a paniqué, parce qu'il a compris que la police ne lâcherait pas l'affaire pour leur mettre la main dessus. La boucle est à présent bouclée. Toutes les personnes impliquées ont été arrêtées. 11 au total. Certains ont été jugés, d'autres attendent leur procès, comme Adolfo Rico Agreda. Mais le 2 février 2015, il est retrouvé poignardé à mort dans sa cellule au pénitencier d'El Rodeo. Les deux auteurs seraient ses compagnons de cellule, Nelfrin Jiménez et José Ferreira, qui purgeaient leur peine après avoir été reconnus coupables. Le 27 avril 2015, les deux mineurs qui faisaient partie du gang sont jugés par le tribunal pour enfants de Valencia. Ils sont condamnés à 4 ans de prison et à 6 mois de conditionnel après leur sortie. Alors, la loi vénézuélienne prévoit qu'un mineur ne peut pas effectuer plus de 5 ans de prison pour un crime, quel que soit le crime. C'est pour ça qu'ils ont été condamnés à 4 ans. Cela dit, leur peine a été vivement critiquée sur les réseaux sociaux par les Vénézuéliens, puisqu'ils ont été reconnus coupables pour des chefs d'accusation assez graves. Meurtre, vol aggravé au détriment d'une enfant. Mais voilà, c'est la loi. Le 19 mai 2015, Gerardo Contreras est à son tour reconnu coupable de meurtre, de tentative de meurtre sur la petite Maya et d'association de malfaiteurs. Il est condamné à 26 années de réclusion criminelle. Là encore, la peine a été vivement critiquée, puisque 26 années pour 2 meurtres prémédités, une tentative de meurtre sur une enfant de 5 ans, c'est quand même pas cher payé. Le 12 février 2016, les 3 derniers inculpés, Alejandro Maldonado, Franklin Cordero et Leonardo Marcano, sont à leur tour reconnus coupables d'être co-auteurs des meurtres, de vol aggravé et de trafic de stupéfiants. Ils sont condamnés à 30 ans de réclusion criminelle, ce qui est la peine maximale au Venezuela. Et de ce que j'en ai compris, s'ils ont été condamnés à des peines plus lourdes par rapport à Gerardo, qui est donc l'auteur des meurtres, c'est parce qu'ils avaient beaucoup plus de chefs d'accusation, tels que trafic de stupéfiants. Eva Armas Mejías, quant à elle, est reconnue coupable d'association de malfaiteurs et de recel de biens volés. Elle est condamnée à 10 années de réclusion. L'affaire est donc définitivement terminée, puisque tout le monde a été jugé. Gerardo Contreras Alvarez, celui qui a tiré sur Monica et Thomas, est décédé le 13 juillet 2020 au pénitencier d'El Dorado, après avoir contracté la tuberculose. Et pour info, il n'a jamais démontré le moindre remords pour ses crimes, bien au contraire, il en ressentait même de la fierté, puisqu'il était respecté par les criminels pour ça. Et concernant la fille du couple, Maya, en août 2022, à l'âge de 14 ans, elle a été adoptée par son oncle maternel Ricardo et son épouse Daniela, et elle vit toujours aux États-Unis. Cette histoire a fait couler énormément d'encre au Venezuela, mais également dans toute l'Amérique latine, puisque Monica Spir était l'enfant chéri du pays. Mais bien que dramatique, cette affaire aura permis de mettre en lumière l'insécurité qui règne dans certaines régions du Venezuela. Une insécurité qui a coûté la vie à Monica Spir et à son époux Thomas Berry une nuit d'hiver 2014. Bon, et bien si vous en êtes à cette partie, j'en suis très contente. Ça signifie que ma voix seule ne vous a pas fané. Et c'est une très bonne nouvelle pour moi. Et comment vous dire que cette affaire... En fait, je l'ai trouvée très intéressante, cette affaire, pour plusieurs raisons. Mais déjà, la première, c'est que l'enquête a été très rapide. Et ça m'a fait cogiter, parce que je me suis dit, finalement, c'est partout pareil dans le monde. À partir du moment où la victime est riche, connue, importante... Bon, l'enquête, elle est quand même assez rapide. Et après, c'est pas de la faute des victimes, bien évidemment. Mais ça nous montre la qualité, on va dire,
du système judiciaire ou je sais pas. Par contre, c'est l'inverse, hein, quand des personnalités sont impliquées. Là, l'enquête, elle est quand même beaucoup plus longue. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Le point qui m'a fait me poser des questions dans cette affaire, c'est la version des faits racontée par Gerardo, celui qui a tiré sur Thomas, Monica et leur fille Maya. Alors lui, il a dit, si vous vous souvenez bien, que quand ils ont volé dans la voiture, Monica n'a pas parlé, elle est restée silencieuse, elle avait peur. Par contre, Thomas a parlé, mais il n'a pas compris parce que Thomas parlait dans une autre langue. Donc sous-entendu que c'était certainement de l'anglais. Et en fait, cette partie, elle m'a fait... j'ai trouvé ça bizarre pour une raison assez simple. C'est que Thomas, il vit au Venezuela depuis l'âge de 7 ans. Il le parle couramment, l'espagnol. J'ai vu une interview de lui, il le parle couramment, l'espagnol. Donc, j'ai pas compris le sens de ce que Gerardo a raconté. Je sais pas, c'est comme si moi, on m'agressait de nuit en Italie. Et là, je vais parler à mes agresseurs en français ou en derija, c'est le dialecte parlé en Algérie. Ça n'a pas de sens si je parle couramment l'italien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas, j'ai trouvé ça trop bizarre. Et après, je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que Gerardo n'a pas décidé d'assumer la responsabilité des coups de feu parce que, genre, ça lui donnait l'air thug en prison. Parce que tuer des gens, et en plus des gens connus, voilà, genre, on est vu différemment en prison. Donc, moi, j'ai pensé que la réponse était certainement celle-ci, d'autant qu'il aurait de toute façon fait la peine de prison qu'il a finalement prise. Donc, je me dis, ouais, après, peut-être que je suis à côté de la plaque et qu'il a simplement voulu broder une histoire pour se donner un peu d'importance, je sais pas. En tout cas, ça m'a fait réagir. Et l'autre point qui m'a beaucoup peiné, c'est... que Monica a quitté justement le Venezuela pour des raisons de sécurité. Et à la fin, son cauchemar s'est réalisé entre guillemets. Et ça m'a beaucoup peiné. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a répondu au sondage que j'avais posté en lien avec cette vidéo. Et peut-être que je vous le mettrai là ou là si j'arrive à le retrouver. Qui a dit, mais au final, ça sert à rien de fuir pour des raisons de sécurité. Parce que à la fin, ce qu'il va se passer, c'est que tu vas être confronté à ce dont tu as peur. Ouais, c'est les voisins. À ce dont tu as peur. Et je me suis dit, mais c'est une prédiction de la vidéo qui va bientôt sortir, ça. Donc, ouais, ça m'a fait réagir. Et le dernier point qui m'a fait me poser beaucoup de questions, c'est justement la législation par rapport au port d'armes. Alors, je sais que depuis quelques années au Venezuela, ils sont en train de durcir les lois par rapport aux armes à feu. Mais moi, je me suis posé la question, je me suis demandé comment je vivrais le fait de vivre dans un pays où les armes, genre il n'y a pas de législation aussi dure qu'il y en a par exemple en France, puisque là, c'est là où je vis actuellement. Moi, je vis en France, là, il y a une législation assez forte par rapport au port des armes. Les autres pays où je vais le plus souvent, c'est l'Algérie et l'Italie. Là-bas aussi, c'est très encadré par rapport au port des armes. Donc, je me suis posé la question, je me suis dit, mais si demain, je suis amenée à vivre dans un pays où on peut avoir une arme comme ça, comme si on allait s'acheter un croissant. Comment je le vivrais, moi, avec le vécu que j'ai eu jusque-là? Me connaissant, je pense que je serais en panique de me dire que mes voisins ont une arme à feu, surtout les voisins que j'ai actuellement, mais que je n'aurai bientôt plus. Je serais en panique, surtout le gars avec sa tronçonneuse et son tournevis et ses marteaux au milieu de la nuit. Bon, seuls ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis un petit moment savent de quoi je parle. Mais ouais, j'étais là en panique, je me disais, mais comment je le vivrais et tout. Et je voulais vous poser une question à ceux qui vivent dans des pays où le port d'armes est libre, comme les États-Unis. Enfin, après, quand je dis libre, je m'entends, mais en tout cas, où on peut avoir une arme comme ça. Vous qui avez... grandi dans un environnement comme celui-ci depuis toujours, comment vous le vivez en fait? Genre, est-ce que pour vous c'est normal parce que vous êtes habitué à quelque chose? Parce que comme disait Sénèque, une habitude ça devient une seconde nature. Donc au final en fait on se pose pas trop de questions. Mais comment vous le vivez? Et comment vous nous percevez, nous qui vivons dans des pays où on n'a pas le droit d'avoir des armes à feu de cette façon-là? Ça m'intéresse vraiment, hein, parce que je me dis que peut-être qu'on va... Enfin, vous aurez des arguments, nous on aura des arguments, mais comme on n'a pas la même grille de lecture, forcément peut-être qu'on ne pourra pas vraiment se comprendre par rapport à ce point-là. Et moi, je ne sais pas ce que c'est que de vivre dans un pays où il y a une libre circulation des armes, donc
j'appréhende cette chose-là. Mais vous qui avez l'habitude de vivre dans des pays où il y a une libre circulation des armes, peut-être que c'est l'inverse parce que vous avez votre propre point de vue et votre propre ressenti par rapport à ce qui se passe dans le pays en question. Bon, je ne sais pas si j'ai été claire, mais c'est une vraie question et si certains peuvent y répondre, ça m'intéresse énormément parce que j'ai commencé à me la poser quand j'ai commencé à écrire la trame de cette affaire. Sinon, bien évidemment, on n'est pas des teubés, on sait pertinemment qu'il y a du trafic d'armes illégal, que ce soit en France ou partout ailleurs, et on sait que il n'y a pas que les armes qui tuent, mais après, voilà, une arme, on nous tire dessus, voilà. Bon, et bien voilà, écoutez, je vais conclure sur ça. Je suis assez KO parce que j'ai fait que du rangement ces derniers jours, j'en pouvais plus, ça m'a rendue folle, mais je suis tellement heureuse de quitter cet endroit. J'espère que je quitte pas la peste pour le choléra, mais à mon avis, non. Et juste pour l'anecdote, vous vous souvenez de mon voisin là qui fait des trous dans le mur à des 3-4 heures du matin, parce que c'était l'enfer de tourner mes vidéos. Oh mon Dieu, j'ai eu peur. Moi, j'ai peur de tout. C'était l'enfer de tourner mes vidéos ici, parce que je devais attendre 3-4 heures du matin, et encore 3-4 heures du matin, le voisin perçait ses murs, je sais pas ce qu'il faisait exactement, et certains m'avaient dit que c'était peut-être Damer qui habitait au-dessus de chez moi, c'est possible. Voilà, vous avez entendu. Je vous jure que c'est vrai ce que je m'apprête à vous raconter, je vous le promets, et je terminerai sur cette petite anecdote. Pendant plusieurs mois, j'ai essayé de retrouver sa trace à cette personne, donc dans mon immeuble, parce que je voulais absolument frapper chez cette personne et lui expliquer que c'est un manque de respect total de faire ça le matin, le midi, l'après-midi, le soir. Tu dors jamais, wesh. C'est quoi ces histoires? Et je vous promets que c'est vrai. Un jour, il y avait du bruit. C'était quand je tournais ma vidéo sur l'affaire Adnan Syed. J'ai essayé de retrouver cette personne. Je vous le jure que c'est vrai. Je montais les escaliers, je descendais. À chaque fois que je m'approchais du bruit en question, le bruit s'arrêtait. Je vous promets que c'est vrai. Du coup, j'ai jamais su qui était ce voisin. C'est obligé qu'il vit au-dessus de chez moi, mais c'est un très grand immeuble là où je vis, et je n'ai jamais su qui il était et où il habitait. Pourtant, j'avais l'impression que c'était de ce côté-là, mais à chaque fois, et puis j'allais pas faire du porte-à-porte, franchement, sinon on n'était pas rendu, et chaque fois que je m'approchais, le bruit s'arrêtait. Et après, je me suis posé une question. Je me suis dit, mais est-ce qu'il a vraiment existé, ce gars? Peut-être qu'il a même jamais existé. Et ça fait grave peur de vous dire ça. Peut-être que je l'ai imaginé en fait. Peut-être, hein, peut-être qu'en fait c'était, je sais pas, quelqu'un qui n'existe pas vraiment, si vous voyez où je veux en venir. Mais du coup, je vais arrêter de penser à des trucs comme ça parce que moi, je suis une flippette de ouf. Ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment, vous savez que j'ai peur de tout ce qui relève de choses que je n'ai pas envie d'évoquer dans cette vidéo parce que je suis toute seule chez moi à l'heure actuelle. Donc voilà, je terminerai sur cette petite anecdote. Et que vous dire si ce n'est que j'ai été grave ravie de vous présenter cette petite déco pendant plusieurs mois. Je ne sais pas ce que ça donnera la suite. Je verrai comment je vais pouvoir agencer tout ça. Et puis, ce que je vous propose à présent, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sous la vidéo. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.